On l'a annoncé, on a annoncé sa qualité, mais sa qualité de rédacteur en chef du Watan Weekend, qui est l'édition du week-end de l'Watan, mais qui est aussi un hebdomadaire, pas seulement par la périodicité, mais un peu par la maquette, un peu la manière dont c'est pensé. Ça ressemble beaucoup à un hebdomadaire. Et donc, Adlan Mehdi n'est pas seulement rédacteur en chef de l'Watan Weekend, n'est pas seulement journaliste, il est aussi écrivain. D'ailleurs, peut-être que tu pourras dire un petit mot de l'autre Adlan Mehdi, de ton autre toi, durant cette soirée. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus puisque tu vas te présenter un peu ce que tu fais et ensuite on engagera la discussion. D'accord. Bonsoir. D'abord, merci pour m'inviter. C'est une très très bonne opportunité parce que je suis là pour une autre rencontre, donc ça tombe très très bien. Donc j'ai 38 ans, je m'appelle Adlan Mehdi. Je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais l'âge il est important parce qu'on va parler peut-être de génération et on va parler de jeunes journalistes. Maintenant, 38 ans, est-ce que c'est jeune ou pas? On peut discuter un peu de ça. Donc je travaille à l'Watan depuis 2002, mais j'ai commencé la presse en 98, juste après mes études en journalisme à Alger, à l'Institut des sciences d'information et de la communication à Alger. Études que j'avais choisies par défaut parce que vu l'état d'université algérienne à l'époque et vu que même si j'avais un peu de bonnes notes qui pouvaient m'envoyer vers d'autres filières, mais j'étais très attiré par ce métier d'écriture, ce métier de journalisme, parce que déjà, Maud l'a souligné tout à l'heure, je suis auteur de 2 romans policiers et un 3e qui se prépare. Donc j'avais commencé à écrire de manière un peu comme un amateur depuis le lycée, donc c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et donc c'est automatiquement que ces études m'ont attiré. Bien sûr, le cursus était assez catastrophique pour dire les choses clairement. On manquait d'enseignants, c'était 94-98. On avait beaucoup de théories. J'ai même un ami ici qui a fait le même cursus que moi. Et donc, c'était une formation qui n'était pas très, très complète. Mais heureusement, en 98, je suis tombé justement sur l'ancienne génération, qui est un groupe de journalistes qui avait monté un hebdomadaire entre eux, presque pour s'amuser. C'était même pas un succès commercial, c'était le chroniqueur. Il y avait les Mahmoudi, les Nadir Bacha, les Khdarzine, etc. C'est un peu l'ancienne génération qui m'ont, eux, formaté le disque dur de ce que j'avais subi pendant ces années de fac à Alger. Et je dis bien subi parce qu'à part quelques enseignants formidables, c'était vraiment un massacre pédagogique. Et qui m'ont vraiment appris le métier à coup d'insultes et de papier qu'on déchirait à chaque fois pour m'expliquer que c'était pas le bon papier, etc. Donc c'était à la dure et à l'ancien. Je saute quelques étapes pour arriver à l'Watan. Donc j'ai rejoint l'Watan en 2002 comme journaliste à la nationale. Donc je couvrais tout ce qui est société, politique, parti politique, beaucoup plus le Front social, la tripartite. Après, dans les années 2005-2006, je me suis intéressé au monde arabe. Donc j'ai couvert les premières grèves des juges en Égypte. C'était les tout premiers mouvements des dynamiques de bouleversement dans ce pays. Et ma grande expérience après, enfin la chose qui m'a le plus marqué, c'est la couverture de la guerre du Liban en 2006, où ça a été une expérience assez forte. Après, j'ai enchaîné sur la Syrie, la Tunisie, des pays le Maroc aussi, des pays où je voulais aller voir pour voir déjà dans les années 2005, 2006, 2007, on commençait un peu à parler déjà de réseaux sociaux, de mouvements de syndicats, de mouvements de juges, de journalistes, de grèves. La pression contre la digue des régimes
des régimes de ces pays-là commençaient déjà à se faire sentir, même si elles n'avaient pas la même force et la même fulgurance qu'on a connue en 2010-2011. Et je termine par 2009. Donc je m'ennuyais un peu au quotidien, je me sentais un peu fatigué par le rythme du quotidien. Je voulais passer à autre chose. Et avec ma compagne qui est française, qui a quitté la France, qui était journaliste en France, qui a quitté la France pour venir travailler en Algérie, on a proposé l'idée de créer un magazine et avec le journal, on a monté cette aventure qui s'appelle Watan Weekend. Depuis mars 2009, on a commencé à 40 000 exemplaires vendus le vendredi. Le vendredi à Alger, on a une fenêtre de tir pour les ventes entre 9h du matin et 12h30 pour les kiosques les plus courageux, parce qu'on a la prière la grande prière du vendredi. On a commencé à 40 000. Maintenant, 3 ans après, on est dans une moyenne de 100 000, 120 000, 130 000 quand il y a de gros événements, que ce soit terrorisme ou football. Ça fait vendre énormément ces deux sujets. Parfois, il y a deux à la fois. Souvent, on est obligé de faire deux-une. Et voilà, donc c'est un magazine, c'est un hebdo, mais en même temps c'est le quotidien du 7e jour, parce que nous et l'autre quotidien qui sort avec nous, c'est le Khabar, c'est le quotidien arabophone qui est le partenaire d'Al Watan dans son imprimerie privée. Donc on avait les moyens techniques de sortir le vendredi, et aujourd'hui on est rejoint par Shurok, qui est un autre journal privé algérien, et par 2 journaux sportifs. Donc aujourd'hui, les kiosques à Alger le vendredi ne sont plus vides, donc il y a une dynamique, il y a une petite habitude de lecture le vendredi qui s'est créée. En parallèle à Al Watan Weekend, on a aussi lancé un site internet qui s'appelle alwatanproject.com, où on s'essaie à toutes les méthodes de multimédia, de data journalisme, de l'information, ce qu'on appelle l'information augmentée. C'est un domaine qu'on ne maîtrise pas très bien chez nous, donc, et on sait qu'à travers le monde, c'est quelque chose qui commence à venir avec les infographies, les web documentaires. Donc comme on a une équipe de jeunes qui est déjà très branchée sur Internet, sur filmer, sur tout ce qui est multimédia, donc on essaie un peu de présenter des choses dans ce sens. Après, il y a d'autres projets, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Le musée numérique de la guerre d'Algérie qu'on a monté avec le site OVNI en France, et l'expérience du journal qu'on a fait avec l'école supérieure de journalisme de Lille, le journal qui a été monté entre Al Watan Weekend et l'école supérieure de journalisme à Lille, qui parlait des deux rives. Voilà, ça peut-être qu'on en parlera plus tard. Voilà, de manière très succincte, le parcours. Alors, justement, les questions sont libres, hein, et donc vous pouvez intervenir quand vous voulez. Et l'une des questions, c'est qu'est-ce qui vous différencie? C'est le 7e jour, c'est l'édition du 7e jour. Vous êtes à la fois un magazine, ça devait être un magazine et apparemment ça ne l'a pas été. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en Algérie on ne peut pas avoir de magazine? Et quelle est votre ligne éditoriale? Est-ce que le Watan et le Watan Weekend c'est la même ligne éditoriale? Ça c'est tu vas m'attirer des problèmes. Et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents des autres journaux qui paraissent le week-end? Alors, nous, on l'avait pensé comme un magazine, comme un news, parce qu'on était très jaloux de nos amis marocains qui ont tel quel, ou d'autres pays du Sud qui ont des magazines hebdomadaires de qualité, qui sont en papier, en présentation. On se disait, l'Algérie, avec tout le savoir-faire de la presse privée, pourquoi ne pas faire un magazine? Mais sauf qu'on n'a pas techniquement, on n'a pas les machines, donc on doit sous-traiter. Donc si on le fabrique, on va le vendre très cher, et ça c'est pas dans la politique du journal. Ça veut dire, au lieu de le vendre à 15 dinars dans un format tabloïd, on l'aurait vendu à 200 dinars. Donc il y a une grande différence qui n'est pas dans la politique d'Al Watan. Et ce qui a essayé de nous différencier après, c'est que nous on est à côté de la grosse machine Al Watan, qui est un gros label, c'est un grand journal, 300 employés, beaucoup de suppléments, beaucoup de correspondants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mais on voyait que
qu'à côté, il fallait aussi créer un magazine qui soit, entre guillemets, plus léger dans la présentation de l'information, bien qu'il reste assez sérieux sur le choix des sujets. Léger dans le sens où il faut rentrer beaucoup de visuels, il faut rentrer beaucoup de présentations, d'infographie, il faut simplifier un peu l'info, parce qu'en même temps, le public change énormément. On a le lectorat francophone en Algérie qui baisse beaucoup, et qui devient plus âgé. Donc notre cible lectorat commence à se rétrécir à côté de la cible de lectorat arabophone qui, elle, est en train de devenir plus importante. Nous, on arrive à Al-Watan à 100 000, Al-Khabar, il est à 450 000. Voilà, pour donner juste une mesure. Et ce qui nous différencie aussi, c'est la jeunesse de l'équipe. Au début, on avait deux choix. Où on fait un magazine avec des grosses pointures, des auteurs connus, des gros chroniqueurs, des signatures, de grosses lectures du week-end. Bon, on était parti sur cette idée-là, mais on trouvait que déjà dans la presse, elle est déjà alourdie par les contributions, bon, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, tant mieux. Donc on voulait vraiment recruter des jeunes journalistes et de les former. Vu qu'il n'y a pas une bonne formation dans l'université algérienne, nous on les prenait selon des critères très simples. Là, il suffisait qu'ils écrivent bien français, qu'ils soient curieux, qu'ils s'intéressent aux événements de la société, ou à l'international, ou au sport, et essayer de les former sur le tas. Et dans 3 cas sur 5, ça a très très bien marché. Et c'est ça qui a créé le noyau de Al-Watan Weekend. Mais donc l'équipe est plus jeune. L'équipe est plus jeune, mais est-ce que c'est une rupture générationnelle par rapport au quotidien ou même par rapport à d'autres journaux, ou est-ce que c'est juste un renouvellement générationnel? Et l'expérience que vous avez fait avec l'École supérieure de journalisme de Lille, donc il y a une deuxième question, et il y en a une qui va arriver là-bas. Est-ce que ce que vous faites avec l'école supérieure de journalisme, ce que vous avez fait avec l'école supérieure de journalisme de Lille, est-ce que vous pouvez le faire avec avec l'ESG d'Alger? Voilà, avec l'école supérieure de journalisme d'Alger, ou avec une université algérienne, ou en partenariat peut-être aussi avec d'autres quotidiens, je ne sais pas. Et il y a une question là-bas. Ça allait être à peu près ma question. Vous parlez de nouveautés vraiment entre guillemets de la. Est-ce que les gens collaborent avec des masters de journalisme? Est-ce que vous recevez régulièrement des stagiaires? Ah oui, très bien. C'est une manière de former des gens sur les tas, c'est de les accueillir et qu'ils fassent une première expérience avant de rentrer dans le métier. Juste pour revenir, parce que ça c'est une question très importante, parce que là, on parle du journal et tout, mais moi je suis catastrophé par ce problème de formation, parce que je vais vous donner un exemple. Avant de commencer à lancer ce projet avec l'ESJ de Lille, en fait l'ESJ de Lille, nous on est en rapport avec eux, parce qu'on est en contrat de formation, c'est-à-dire qu'ils nous envoient des formateurs pour un peu la mise à niveau des photographes, des maquettistes, des journalistes, etc. Donc on avait déjà cette relation depuis 3 ans, et l'idée elle est née de là. Sauf que en parallèle, quand l'ESG a été créé, l'ESG d'Alger, je précise, il y a 4 ou 5 ans, je crois, il y a 4 ans, je crois qu'il y a à peine 4 ans, ou 3 ans et demi, je ne me rappelle pas très bien. On a été parmi les premiers à les contacter, au contraire. On s'est dit, voilà, c'est une très bonne idée. Maintenant, il y a une nouvelle structure de post-graduation qui existe dans la filière journalisme en Algérie. Et on voudrait bien recevoir, par exemple, si chaque année on a entre 30 et 60 stagiaires qui viennent éparpillés sur tous les départements du journal, on pourrait les former en parallèle. Sauf que les étudiants, ils ne veulent pas venir dans les journaux privés. Ça ne les intéresse pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un chiffre, enfin une approximation. La dernière fois, on avait demandé au directeur qui vient de prendre sa retraite, un monsieur extraordinaire, monsieur Brahim Brahimi, docteur Brahim Brahimi, spécialiste de l'information et du droit de l'information en Algérie. Les étudiants, quand ils sortent, quand ils vont en stage, ils préfèrent ou aller à la police, parce que la police algérienne a lancé un grand programme de communication, de création de cellules de communication. Ils vont même créer une radio
voilà une bonne nouvelle pour les médias algériens, il y aura une radio de la police algérienne, comme si on ne les entendait pas assez. Et à côté de ça, ils choisissent aussi d'aller travailler dans les cellules de communication du ministère ou de sociétés du secteur public, parce qu'ils ont la sécurité salariale. C'est tout. Ils disent pourquoi je vais aller travailler dans la presse privée, où certes, dans 90% des journaux algériens qui ne respectent pas les lois du travail, qui donnent des salaires misérables aux journalistes. C'est vrai, le Watan, El Khabar et Liberté et quelques autres journaux font exception, font des efforts sur ça, mais dans la plupart des cas, c'est la précarité complète. Donc il y a déjà, au niveau de la demande même des étudiants, il y a une grosse problématique. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à les attirer. Ils ne veulent pas venir chez nous. Et la plupart des stagiaires qu'on reçoit chez nous, ils viennent ou ceux qui font langue française à Abouzerea, ou qui font économie, ou qui font d'autres spécialités que le journalisme. C'est ça le gros paradoxe, et ça c'est une véritable crainte. Parce que ça veut dire que tout cet effort fait pour former des journalistes, eh ben, il va être récupéré par les instances publiques qui sont en train de faire toute une opération de charme en communication. Ici, il y a une question là-bas, mais je ne lâche pas sur la question générationnelle. Est-ce qu'il y a une Bien sûr, rupture ou un renouvellement? Et il y a une question tout fait. Oui, bon, je suis un lecteur de Watan, pas seulement. Moi, je vous dis très franchement, ce qui m'a frappé dans le Watan du week-end, c'est quelque chose de. Alors que je me trompe, c'est qu'on sent qu'il y a une pratique collective. On sent qu'il y a une équipe, à la différence des autres jours. C'est-à-dire qu'on voit une hiérarchie, et ça paraît assez mystérieux, et parfois même on a des doutes quant à l'indépendance, l'autonomie de ces mouvements-là. Là, il y a quelque chose qui paraît, moi je me trompe, quelque chose de nouveau, qui est effectivement une pratique. C'est ça peut-être la rupture pas seulement générationnelle, mais il me semble qu'il y a une pratique journalistique différente. Sur quoi elles se font, c'est-à-dire concrètement, quels sont vos rapports avec donc la direction générale de Watan, quelles sont vos marges d'autonomie, est-ce que c'est le même mode d'organisation, le même façon de travailler, la pratique journalistique? Voilà, c'est une question de pratique. Ça, c'est clair. On sent quel est votre degré d'autonomie, voire d'indépendance. On aimerait bien avoir des confirmations, surtout pour l'avenir. Ah oui, bien sûr. Ça va. Alors, ma question, c'est on sait que de plus en plus, les nouvelles générations ont besoin d'entendre français. J'aimerais savoir comment est-ce que vous vivez à l'intérieur, enfin, dans la profession. Est-ce que vous êtes de moins en moins lu? Est-ce que ça ne marginalise pas quelque part les journaux francophones? Est-ce qu'il y a toujours une influence des journaux francophones sur la société civile en général? Et pour finir, comment est-ce que vous voyez l'avenir des journaux francophones en Algérie? Je voulais juste revenir à la question de faire par rapport au travail. En fait, comme nous sommes une petite équipe, on n'a pas la même hiérarchisation qu'un grand journal comme Al Watan ou Al Khabar. Donc, on est physiquement parlant, on est dans une seule salle, on est dans le noyau dur, on n'est pas plus de 10 personnes en comptant toujours un ou deux stagiaires, parce qu'on a toujours un renouvellement de stagiaires. Et ça, c'est très important parce que les stagiaires apprennent beaucoup chez nous. Mais nous, on apprend beaucoup chez eux. Parce que moi, j'ai 38 ans, mais je suis déjà dépassé par les jeunes Algériens qui viennent à 20 ans ou 25 ans, qui viennent m'expliquer, qui passent leur nuit sur Internet, ou qui viennent m'expliquer qu'il y a un festival de manga quelque part. Et moi, je suis complètement largué à côté de ça. Donc, c'est ça qui crée le renouvellement et la curiosité. Et Moi, quand vous dites 10, c'est 10. le noyau dur à Alger. Après, les correspondants. La secrétariat de rédaction, la confection manuelle du journal, tout ça. Si, tout ça. On est 10, voilà. Mais à côté de ça, on s'appuie sur tout le réseau de correspondants d'Al Watan qui est très important à l'intérieur du pays.
Et aussi nos correspondants à l'étranger. On s'appuie aussi sur la structure d'Al-Watan elle-même. Donc ça c'est très important. Alors la relation de dépendance entre nous et le Watan. Bon, c'est le fait que moi je suis un enfant d'Al-Watan, entre guillemets, ça veut dire que je suis là-bas depuis 2002. Donc il y a une sorte de contrat de confiance entre la direction et la rédaction en chef d'Al-Watan Weekend. Ça veut dire qu'ils savent très bien, qu'on connaît très bien la ligne éditoriale d'Al-Watan, qu'on ne va pas faire dans la diffamation ou dans l'attaque, où on essaie au maximum de ne pas tomber dans ça, parce que c'est toujours une tentative de ne pas tomber dans ça. Souvent on fait des erreurs et des gaffes. Et donc il y a ce contrat de confiance, et donc ils nous laissent tranquilles. Donc moi le seul dialogue que j'ai avec ma direction, c'est quand j'ai besoin d'argent pour les frais de mission, ou pour acheter un nouvel ordinateur, ou ce genre de discussion, ou lorsque vraiment il y a un événement important qui se passe. Par exemple, il y a eu l'élection législative, il y a la présidentielle, il y a un fait politique très clair. Là, je contacte ma direction ou mes responsables, les actionnaires d'Al-Watan, qui sont un groupe de journalistes, et là, on discute à la marche à suivre. Parce que même si je suis rédacteur en chef, mais je travaille dans un journal qui a le label Al-Watan. Donc, j'écoute ce que les autres ont à dire, notre génération, si tu veux, et j'écoute aussi parce que c'est ce travail collectif justement qui enrichit les choses. Et souvent, le fait qu'il y a cette relation d'équilibre, ça veut dire qu'il y a un contrat de confiance. En même temps, il y a une relation directe professionnelle. Souvent, ça nous enrichit encore plus. Voilà. Et par rapport au lectorat français, on a fait un francophone, excuse-moi, pardon. Ouh là là. Lectorat francophone. On a fait un sondage récemment à Al-Watan. On a essayé justement de savoir à qui on parle et qui nous lit exactement. Donc les résultats, c'était les résultats dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc effritement du lectorat, notre potentiel de lecteurs d'ici quelques années va baisser et l'âge qui va augmenter. Ça, c'est les données chiffrées. Mais en vrai, quand on observe le lectorat algérien, le comportement du lectorat algérien, la limite arabophone-francophone ne tient plus. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui achètent par exemple les journaux dans 2 langues. Souvent. Parce qu'il sait qu'à Al-Watan, il va trouver telle info qu'il va chercher. Et dans le Khabar ou dans le Shuruq ou dans un autre journal arabophone qui par exemple est un journal arabophone, on va dire populiste, tout à fait de l'autre côté extrémité du spectre des idées de l'autre côté, il va acheter là-bas. Donc la question arabophone-francophone n'est pas encore tranchée. Et les gens s'intéressent beaucoup plus au contenu. Par exemple, on nous dit les étudiants vous lisent moins, de moins en moins. Donc on a lancé le supplément Al-Watan étudiant. On n'a aucun retour parce qu'il vient d'être lancé, on est au 7e ou 8e numéro, je ne me rappelle plus. Et d'ailleurs, le dernier numéro a sauté à cause de la pub de félicitations pour le mondial. Il faut dire que le football, là, ça marche très bien. Et donc, ça, c'est le fait de l'avoir lancé, tous les retours mails qu'on a eu des universitaires, d'étudiants qui voulaient écrire à l'intérieur, on a découvert qu'il y avait tout un public qui écrivait en français, qui voulait participer. Et donc, il y aura des pages contributions pour les chercheurs, pour les étudiants. Donc, ce n'est pas un marché qui est déjà posé. La question de la langue n'est pas très très bien posée. Et troisième des choses, ça m'est arrivé une fois à Mnéa, dans le sud algérien. C'est une région, là où j'étais à Mnéa, dans les kiosques, il y avait même, ça veut dire les kiosques ne se cassaient même pas la tête à ramener le Watan et le vendre. Les gens ne l'achetaient même pas. Ils ne voulaient même pas. Le français, c'est un truc un peu. Il n'y avait plus de lectorat français, donc ils lisaient plus le Khabar et Shoro. Donc, quand vous allez travailler là-bas, vous dites je vais faire tout un reportage sur une région et il n'y aura pas d'écho là, sauf pour les gens qui vont sur Internet, etc. Mais les gens de Mnéa me disent non, il faut que le Watan fasse des papiers sur ça. Parce que les journaux arabophones, s'ils font des papiers, c'est pas crédible. Mais si Al-Watan, le label Al-Watan écrit, ça aura plus de crédibilité qu'ailleurs. Donc la barrière de la langue n'existe plus ici. On rentre dans un autre paradigme. On rentre dans une nouvelle classification qui est assez. Donc c'est à nous plutôt que même si on travaille en français, il faut donner
plus de proximité dans l'info. Par exemple, moi, maintenant, je recrute des journalistes arabophones et je traduis leurs papiers. Parce que je trouve que la presse arabophone en Algérie explose. Elle fait dans la proximité, beaucoup mieux que la presse francophone. La presse francophone est complètement de plus en plus sclérosée sur des maquettes qui n'ont pas changé depuis 20 ans, etc. La presse arabophone, elle est plus... Parce que justement, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils ont des rédacteurs en chef beaucoup plus jeunes dans la presse arabophone. C'est une presse qui bouge. Pardon ? L'avenir n'est pas encore écrit. Heureusement qu'on est en devenir, qu'il y a toujours des chantiers qui sont ouverts. Par exemple... Moi, je le vois, je le constate. Mais c'est pas encore quantifié, c'est pas encore tranché. Je crois que je veux parler. Moi, je suis ancienne journaliste. J'ai fait un petit peu le tour de la rédaction à Alger pendant une dizaine d'années. Donc, voilà. Je pense qu'elle parle de l'impact que peut avoir cette baisse du lectorat pour la presse francophone. Mais moi, je dirais plutôt que il n'y aurait pas forcément d'impact dans la mesure où on sait très bien que dans la presse francophone, qu'elle soit francophone ou arabophone, algérienne, c'est pas les ventes qui font qu'un journal publie ou pas, enfin, dans le temps, c'est plutôt la publicité. On a vu, vous parlez tout à l'heure de Ouattane, donc il a une autorité, donc c'est la marque, c'est comme les marques commerciales qu'on voit tous les jours, Adidas, on en achète ou toute autre marque. Et donc c'est la notoriété qui fait qu'on achète, dans certains cas, on achète Ouattane et pas un journal arabophone par exemple. Donc on a vu une multitude de journaux, de suppléments par exemple pour Ouattane, on a vu l'immobilier, l'étudiant dont vous parliez, et plein de suppléments comme ça, et on sait très très bien que ça engrange énormément de recettes publicitaires, et c'est pas forcément, la recherche n'est pas forcément dans le sens d'essayer de trouver une alternative ou de proposer d'autres produits, puisqu'il y a l'information générale principale du journal. Donc vous disiez tout à l'heure que vous appuyez sur la rédaction nationale, monsieur il parlait de l'autonomie du journal et tout cela. Donc tout le monde sait la notoriété de Ouattane parce que le journal est composé pratiquement de professionnels. Vous parlez des actionnaires qui sont des journalistes. Donc je pense que c'est à partir de là que le journal a pu se construire cette notoriété-là. Mais en termes d'impact dont parlait tout à l'heure la dame, je pense que ce soit à court terme ou à moyen terme, peut-être même à long terme, même si je peux me permettre de le dire, il n'y aurait pas d'impact parce qu'on sait très bien que la publicité que génère Ouattane ou en général les journaux de la presse privée fait qu'ils sont encore très longs de vie. Des parenthèses. Est-ce que, si juste une chose, est-ce que l'une des questions dans le renouvellement générationnel, c'est pas seulement une question d'âge, mais est-ce que c'est pas une approche du journalisme? Il y a eu on va l'appeler pudiquement un journalisme de combat durant les années 90. Et est-ce que justement certains journaux francophones ne sont pas restés dans cette manière très idéologique d'aborder les choses, mais qui est contre-productive, complètement contre-productive? Les journaux arabophones ont pu évoluer. L'Ouattane a pas mal évolué. L'Ouattane quotidien a pas mal évolué. Et est-ce que justement, vous faites des unes, par exemple, vous faites des unes à la fois sur le mouvement social? On n'a pas toutes les unes. On n'a pas toutes les unes là, mais par exemple, je voyais le roi irréductible, donc sur la question des chômeurs. Vous faites des unes sur les camps du Sud. C'est assez étonnant quand on connaît l'histoire de Ouattane durant les années 90. Vous faites des unes sur les disparus, vous faites des unes sur les victimes du terrorisme.
D'ailleurs, je crois que c'est même toi qui avais fait le reportage. Et donc, est-ce que justement la question, c'est pas une plus grande professionnalisation? Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande professionnalisation, mais en même temps, donc plus de reportages, plus d'enquêtes, mais est-ce qu'en même temps, avec une équipe réduite, vous arrivez à spécialiser vos journalistes et donc à avoir des équipes très professionnelles, c'est-à-dire très spécialisées, qui arrivent à approfondir une spécialisation, c'est-à-dire soit l'international, soit le fait d'avoir une équipe plus jeune, et qui n'a pas baigné dans la presse des années 90, on a eu maintenant une jeune génération moins idéologisée. C'est-à-dire, si je demande à la journaliste de la culturelle, je lui dis, écoute, il y a un phénomène pendant le Ramadan, il y a le phénomène des DVD, des anachides, là, les chants religieux qui explosent. En fait, il y a un concours entre ces chanteurs religieux, il y a beaucoup de fric derrière. Elle ne va pas me dire, ah non, c'est des barbus, je ne leur parle pas. On commence à sortir de ça. Mal avec toi. Et le fait d'essayer de sortir de ça nous a permis justement d'aller vers des sujets qui paraissaient tabous, qui paraissaient vraiment interdits. Genre, je reviens à la une qui a fait beaucoup de débats sur les camps du Sud. On avait fait tout un reportage sur les personnes qui ont été emprisonnées dans les camps du Sud au début des années 90, dans des conditions inhumaines, etc. Bon, la position de la presse éradicatrice, c'était bien fait pour eux. C'était gens de fils, ces islamistes, bien fait pour eux, et c'est comme ça. Même si c'est extrajudiciaire, etc., c'est comme ça. Et c'est une question sur laquelle on ne pouvait pas revenir. Comme était la question des disparitions forcées, avant que même la presse francophone n'évolue dans les années 2000 par rapport à cette question. Parce qu'elles étaient assez radicales sur ça. Mais le fait de l'approcher comme un sujet journalistique, ça veut dire on déverrouille, on dimine tout le sujet. Ça veut dire, moi je parle à des gens qui ont souffert, je ne regarde pas le côté éradicateur ou réconciliateur, je fais un reportage avec des gens, des témoignages. Et je pose une question de droit, parce que Al-Watan doit poser des questions de droits de l'homme, de démocratie, de respect de la personne, de la personne humaine, etc. Quand des suspects islamistes sont torturés, on a dénoncé ça. On n'a pas dit non, c'est des islamistes, c'est bien fait pour eux. Donc, le fait que cette jeune génération soit moins idéologisée aide aussi à trancher et à sortir avec des sujets qui paraissaient très très tabous, mais en fait on pouvait en parler, expliquer les choses, et surtout ne pas laisser ça à une certaine presse populiste arabophone qui, elle, jouait sur ça. Par exemple, la question des halaqat. Tout à l'heure, il y a une sur les réunions les salafistes qui se réorganisaient, qui organisaient des réunions d'instruction, de discussion, des forums entre eux. C'est un phénomène qui avait pris... voilà, c'était ça, le grand retour des halaqat. Et on pouvait pas ignorer le phénomène. Pas dire, ah non, c'est des islamistes, donc on n'en parle pas. Si on en parle, on va leur faire de la publicité. Non, il faut y aller et faire son travail de journaliste. Si on peut faire son travail de journaliste, beaucoup de choses passent, entre guillemets. Il y avait une question juste là, une autre là, ensuite... Pardon, je vous ai pas vu. Je vous vois pas. Il y a un monsieur qui parle. Allez-y. Si vous pouvez vous présenter aussi, si vous savez. C'était le foot et le terrorisme sont en dehors. J'aimerais bien que vous nous développiez un petit peu du point de vue journalistique, on va dire, professionnel et moral aussi, et éthique, ce que vous vouliez dire par là. Moi je pense que le terrorisme, par exemple, est un sujet très très sensible, on le sait tous, tous les Algériens le savent. L'associer à cette notion de vente, qu'est-ce que ça laisse entendre derrière comme logique? Comment est traité le problème du terrorisme aujourd'hui, sachant que le terrorisme il y avait un terrorisme réel, terrorisme
terrorisme réalité, mais il y avait aussi un terrorisme fantasme, il y avait un terrorisme aussi manipulatoire. Aujourd'hui, vous, en tant que journaliste d'une nouvelle génération, comment vous traitez cela et que voulez-vous dire par vendeur? Et d'après vous, quelle est la perception de la société et du lecteur quand on qualifie que le terrorisme est vendeur? Quand j'ai dit le mot vendeur, c'était juste un mot technique parce que quand on voit nos unes qui sont imposées par l'actualité, ça veut dire si on a un nouveau kamikaze à Alger qui se fait exploser, on ne peut pas l'ignorer, donc tu le mets en une. Quand il y a un grand, quand il y a les rendez-vous sportifs importants, on les met en une. Mais quand on voit les chiffres de progression, on voit que les gens s'intéressent beaucoup à ce genre de sujet. Et j'oublie le troisième sujet qui est le plus vendeur en Algérie, c'est quand on parle des salaires. Et du coût fin, et de combien ça coûte la rentrée scolaire. Et on fait des marronniers comme ça chaque année. Et chaque année, ça intéresse les gens. Moi, je parlais de l'intérêt des gens. Et non pas le fait de faire exprès des unes avec du terrorisme et de faire des unes non justifiées sur le terrorisme pour justement essayer d'acheter. Ça s'est déjà fait en Algérie dans les années 90, il ne faut pas se cacher sur ça. En même temps, c'est une réalité imposée. Bon, il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui ont joué le jeu de manière plus propre. Il ne faut pas qu'on se mente, on n'est pas des anges non plus. Mais moi, je voulais dire de manière statistique et claire. C'est ça les sujets qui sont vendables, entre guillemets. Mais même quand on traite ces sujets-là, vous parlez du terrorisme, c'est quelque chose de sensible, mais le football aussi, c'est quelque chose de sensible. Quand il y a eu le problème Algérie-Égypte et qu'une partie de la presse algérienne a appelé au meurtre l'Égyptien, ça c'était quelque chose de très sensible et de très grave. Nous on a fait 2-1 sur ça, mais en partant au Caire, en faisant des reportages au Caire, en parlant avec des Algériens et des sociologues et des historiens et des chercheurs, pourquoi du comment de cette pseudo-haine et pourquoi c'est utilisé par les deux régimes de cette manière, etc., pour essayer d'éclairer les gens sur un sujet footballistique. Donc, ça dépend du sujet et comment on le traite. La question la plus importante, c'est comment on traite un sujet. Et c'est ça qui fait la différence entre des journaux qui se font du beurre sur des questions malheureusement dramatiques et sur des journaux qui essayent de faire. Mais là aussi, il y a toujours... Vous savez, le plus beau moment de la rédaction, c'est le soir du bouclage. Et tout fait à parler d'un travail collectif tout à l'heure. C'est le plus beau moment en fait. C'est-à-dire, on a 2-3 sujets. On va dire, ça c'est l'ouverture, ça c'est la une. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre avec ça ou avec ça? Et donc, comme on est une petite équipe, on discute de la une. Des fois, ça s'impose. On a quelque chose un très bon reportage d'une fille qu'on a envoyée à Kidal qui est revenue complètement malade parce qu'elle a fait 400 km dans des conditions incroyables où elle n'avait même pas de toilette et même pas d'eau pour boire. Et elle revient avec un sujet. Quand on voit ce sujet, on ne réfléchit même pas, c'est ça la une. Et des fois, il y a des discussions. Allez, on ouvre avec un sujet sur les événements en Tunisie ou on ouvre sur une grande grève des chômeurs à Ouargla. Qu'est-ce qui est plus concernant? Peut-être que la Tunisie, quand même, c'est important parce que c'est quand même des dynamiques régionales. Non, mais quand même, Ouargla, c'est plus concernant, c'est des dynamiques internes et tout. Et c'est ce genre de discussion qui crée ce beau moment autour de la une, qui est pour moi le moment préféré. Entre 19h30 et 8h chaque jeudi, un moment de bonheur. Voilà. Donc vous êtes attribué l'ordre de passage, mais on va dire que c'est vous. Allez. Tout à l'heure, je demandais la parole. Mais vous êtes derrière, non, on ne peut pas vous voir. Et d'autres la demandent. Allez. Je vais essayer de susciter un débat parce que je pense que les raisons de la baisse en fait, de l'électorat ou surtout étudiants, pour moi, ça reste en fait ma vision, parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas un courage politique des journalistes de dire non à la police politique, parce que la police politique les empêche de dire la vérité, les empêche en fait de traiter certains sujets, parce qu'il n'y a pas le journalisme d'investigation, un vrai journalisme d'investigation sur la mafia des généraux. Je pense que c'est ça ce qui manque. Et parce qu'il n'y a pas ça, donc aujourd'hui on voit en fait Internet ou les réseaux sociaux comme les
blogueurs, les Facebookers, c'est eux qui ont pris la parole, et les étudiants ou une certaine classe en fait, de la société civile n'écoutent plus en fait, les journalistes parce qu'ils ont perdu en crédibilité, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le courage politique de dire la vérité aux gens. Donc moi, je prendrai un exemple rapide. Un certain nombre d'étudiants étaient interviewés par ici et là-bas qui travaillaient avec le matin, et il y avait un certain nombre de sujets abordés avec eux liés aux généraux et leurs responsabilités en fait dans la dégradation des affaires à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que l'étudiant algérien en France ou aux États-Unis, il a quitté le pays parce qu'il en a marre des généraux et de leurs pratiques. Ça, vous n'avez pas pris en compte. D'ailleurs, même les journalistes en fait, qui travaillaient avec vous, ils nous ont expliqué que, ah oui, on va dire ça, mais on ne sait pas, parce qu'il y aura de la censure, parce que le directeur de rédaction de l'OATAN, peut-être, il n'acceptera pas ça. Donc je pense qu'il faut un courage, il faut des journalistes courageux qui feront en fait de l'investigation, qui vont regarder un peu dans l'import-export, les généraux, les affaires en fait que tout le monde essaie de cacher. Donc je pense que c'est une question de courage. Et aujourd'hui, je pense, si les journalistes n'auront pas le courage de passer à autre chose, les réseaux sociaux et en fait, je veux dire, ils vont prendre de plus en plus en fait de notoriété. Et dommage, et c'est pas mon souhait, les journalistes ils sont voués à disparaître. Justement, alors la question en termes de la question est bien tombée à pic, puisqu'on voulait aborder les questions de limites. D'abord, l'accès à l'information, la manipulation, comment on travaille les questions, comment on travaille sur l'assassinat de Tutsi, comment on travaille sur un sujet par exemple sur la torture. Vous avez fait une sur la torture dans le Sud. Comment on travaille sur ça? Comment vous pouvez avoir des informations? J'imagine qu'on vous ramène des dossiers et qu'on vient vous manipuler. Et quand est-ce que vous, c'est pas quand est-ce qu'une, mais est-ce que vous pouvez faire une sur certains sujets? Est-ce que vous pouvez faire des unes sur le DRS, mais avec une tentative d'investigation sur le pouvoir du DRS? Où sont les lignes rouges? Et est-ce que les lignes rouges, c'est seulement, par exemple, le DRS, la police politique, ou est-ce que c'est aussi d'autres aspects, peut-être aujourd'hui, parce qu'on voit le DRS et la police politique, mais est-ce que des intérêts économiques qui sont souvent liés à des généraux, mais qu'on ne voit, qui sont moins visibles, est-ce que ça aussi, ça fait partie des lignes rouges? Et la troisième ligne rouge, est-ce que des questions sociales, certaines questions qu'on appellerait sociétales, je vois une un peu racoleuse avec des gens sur la prostitution à Béjaïa, à Tichy. Est-ce que justement ça c'est une provocation pour vous, ou est-ce que vous n'avez pas trouvé d'autres photos, ou est-ce que peut-être la principale ligne rouge sur le DRS. Il a cité un super exemple avec ici et là-bas, parce que ce qui était incroyable, c'est que c'était des étudiants de l'école supérieure de journalisme de Lille qui devaient faire des sujets ici sur l'immigration et sur même l'Algérie, parce que c'est des sujets, mais qui à un moment me disent, mais est-ce qu'on peut dire ça? Et est-ce qu'on peut dire ça? Et est-ce qu'on peut dire ça? Et une partie de leur inquiétude, c'était, ils me posaient toujours la question de la ligne éditoriale et des lignes rouges. Est-ce qu'on peut parler du MAC? Et est-ce qu'on peut parler des salafistes qui sont cachés ici? Est-ce qu'on peut parler vraiment de la mafia? Et est-ce qu'on peut parler... Donc, eux-mêmes, déjà, ils avaient une projection de ligne rouge qui était souvent exagérée, parce que parler des généraux ou pas parler des généraux, la question n'est pas là. Je reviens toujours au même questionnement, parce que moi, la police politique, moi personnellement, ce qu'on appelle la police politique, ça veut dire le DRS et ses nombreux démembrements, qu'ils soient des démembrements officiels ou officieux, ou barbouzeries, ou mafieux, ou assassins, ou corrupteurs, ou autre, parce que ça peut prendre beaucoup ne s'est jamais mêlé de nos affaires ou de nos enquêtes. Ça, je le dis, c'est mon témoignage. Ça veut dire, moi, je suis rédacteur en chef de l'Ouatan Weekend. Oui, écoute, moi, je vous parle de mon vécu. Parce que c'est très pernicieux.
c'est pourquoi les étudiants en journalisme qui sont à Lille, qui sont très loin d'Algérie, viennent m'expliquer que Malines Rouges, c'est les généraux, parce qu'on a construit tout un mythe de la presse algérienne en général et en particulier et tous, victimes des méchants généraux algériens ventrus. On a construit ça, mais ce n'est pas aussi clair et aussi vrai que ça. Ce n'est pas aussi simpliste que ça. On a fait des enquêtes sur la torture. Moi, j'ai cité personnellement tous les centres de torture clandestins du CTRI et du DRS. On nous a pas mis les bâtons dans les roues. On nous met les bâtons dans les roues pas d'autre manière, parce qu'ils ne peuvent plus être plus répressifs maintenant. Ils utilisent par la bureaucratie, par nous bloquer dans la banque, par bloquer des visas lorsqu'on reçoit des gens. Ils utilisent par 1 milliard de choses. Mais on n'est plus dans cette image un peu, excuse-moi le terme, mais c'est presque caricatural du journaliste face au général, il a peur de lui. On n'est plus dans cette image. Et il y a des... Un exemple. Mais je voulais revenir sur les lignes rouges. Avec un journaliste français. Il me racontait qu'il n'avait pas le droit de prendre la photo de Tofik. Oui. Alors qu'il le voyait à l'intérieur. Donc il y a un pouvoir des généraux qui empêche. Oui, mais ça... Et ça, c'est grave. À l'intérieur, il m'a appelé qu'à l'intérieur, il y avait des généraux qui font peur, vraiment peur. Je pense que la police politique, il y a en fait toutes. Juste pour revenir sur les lignes rouges parce que ça, c'est... Oui, mais... J'en suis convaincu. Pardon? Excuse-moi. Que dans chaque en fait, et après centre de rédaction, Loatan, Oul-Khabab... Ça marche... Non, ça marche même... Vous savez quoi? Il y a une telle autocensure qu'ils n'ont même pas besoin de ça. On a tellement construit cette image dans la tête des journalistes qu'ils n'ont même pas besoin de te mettre un sergent moustachu méchant dans la rédaction. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que, khlas, je te parle de gens à l'ESJ en France, très loin, qui s'imaginent, eux, à ma place, que s'ils parlent du général Intel ou des trucs sur la catastrophe et tout. Moi, je te dis non. Non. Si on a une enquête, s'il y a une enquête, et ça, on vient aux sources de l'information, on vient au véritable... Comment on fait une enquête? Comment on peut faire... Pardon? S'il vous plaît, dans l'ordre. S'il vous plaît, dans l'ordre. Oui. C'est comment vous faites pour déconstruire cette autocensure? L'enjeu, c'est qu'il existe. Bien sûr. Il faut déconstruire. Oui. Mais la déconstruction, S'il vous plaît, il y a des personnes qui sont disciplinées, qui sont dans l'ordre, même si la question est très pertinente. Est-ce que vous pouvez... Alors, Omar, tu voulais poser une question tout à l'heure? Mademoiselle, alors, et derrière et ensuite dans l'ordre, comme ça. 1, 2. Allez-y. Par rapport au traitement de conflit syrien, parce que vous avez traité la Syrie, comment se fait-il qu'en fait, justement, la rédaction algérienne s'aligne sur un plan d'un dictateur, en fait? Ça, c'est ma première question. Voilà, comment ça se fait d'être en accord avec le gouvernement, S'il vous plaît, plus fort. Et la seconde question, c'est plus qu'on est en France, là. Comment analysez-vous le traitement de la presse, des médias traditionnels français sur un traitement d'information sur des faits sensibles en Algérie? Alors, comment vous analysez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, quelles sont vos réactions? Est-ce que vous vous cantonnez dans votre métier de journaliste en disant bah, ça ne me plaît pas ce qu'ils disent, ou bien bon, je devrais faire mieux, je vais écrire quelque chose, je vais faire un papier, ou alors est-ce que vous devenez à votre tour une source officielle? Très importante question sur comment déconstruire l'autocensure. On va commencer par faire des enquêtes et travailler. En 2004, on a fait une d'Al-Watan. En 2003, on a fait une d'Al-Watan qui s'appelait « Le DRS était le pouvoir ». Mais à l'intérieur, on n'a pas insulté. On n'a pas dit « Oh, DRS, machin, tout fait, il a bu le sang des enfants et tout ». On n'a pas dit ça. On est allé, on a passé, j'étais avec Faisal Moutaoui, on a fait l'enquête à deux. On a étudié, on a essayé de savoir comment ça marche, c'est quoi les différentes techniques de contrôle de la société, des entreprises, pourquoi ils mettent justement des gens un peu partout, etc. On a fait parler des gens, bien sûr anonymement, et ça c'est un autre problème parce que les gens ils ont peur de parler. Mais on avait fait tout un travail, c'est la une d'Al-Watan. Al-Watan n'a pas été bombardé le lendemain.
C'est-à-dire, la seule manière de déconstruire, c'est d'aller justement vers des sujets comme ça et travailler sur des sujets. Il ne faut pas parler des Juifs en Algérie. Les Juifs n'existent pas en Algérie. On les a ou tous mangés, ou tous partis, etc. Bon, on a fait un reportage sur la question avec un jeune qui fait des études rabbiniques, qui veut devenir rabbin, le futur rabbin d'Alger. Et le fait d'avoir posé les choses comme ça, toutes les réactions des gens, même ceux qui étaient un peu gênés, enfin, qui disaient quand même, ils étaient contents. Ah, on a découvert quelque chose, c'est posé de manière plus. Le problème, c'est comment on traite les choses. Mais le vrai problème aussi, parce qu'on parlait des généraux, des enquêtes sur les généraux et tout, c'est l'accès aux sources de l'information. Comment on fait une enquête? Parce que le problème maintenant des enquêtes sur la corruption, par exemple, ce n'est pas les journalistes qui font les enquêtes sur la corruption. C'est le parquet et les services qui font fuiter des choses pour des calculs internes. Ce n'est pas d'investigation. Et ça, c'est un débat qui n'est pas encore ouvert en Algérie. Ce n'est pas encore ouvert dans la presse. Mais je vous dis où sont les... Mais c'est un débat qui est ouvert ici aussi en France. Oui, mais moi je vous dis... Je veux dire, les journalistes d'investigation en France, que ce soit sur Le Monde ou pareil à Louis Plenel, ces contacts... Oui, mais il y a une gestion. Moi, par exemple, moi je suis journaliste à Al-Watan. J'ai des contacts dans l'armée et dans le DRS. Je ne peux pas être journaliste à Al-Watan et ne pas avoir de contacts à l'intérieur. Je ne peux pas. Mais ces contacts-là, c'est pas du clientélisme. C'est pas je vais faire un truc bien sur toi et tu vas me donner un dossier important sur le terrorisme ou un sujet vendeur justement pour revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure ou je vais faire éclater une nouvelle enquête et tout, parce que souvent c'est du clientélisme, c'est vraiment un truc d'intérêt. Mes contacts, c'est je pose une question, il me répond ou il ne me répond pas. C'est tout. Il n'a ni une force de coercion, ni de chantage, ni autre chose. Et le fait, on ne peut pas banaliser ça parce que le DRS est le DRS. On est dans un système autoritaire, on est dans un système fermé, on est dans un système où même le fait que la presse privée existe, c'était quelque chose qu'il a décidé presque à reculant, quelque chose qu'il regrette, qu'il ne peut plus revenir en arrière. D'ailleurs, on voit toutes les hésitations sur l'audiovisuel, sur les radios, sur les nouvelles télé, etc. Donc c'est toujours comment essayer de revenir à un cadre professionnel des choses. Même si on est dans un environnement qui est complètement hostile au côté professionnel. Parce que la collègue tout à l'heure, elle a parlé de la pub. Les boîtes privées, elles aussi, elles ont un pouvoir sur la presse en Algérie. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une enquête sur la téléphonie en Algérie aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'à un certain moment... Est-ce qu'on peut faire une enquête sur les concessionnaires automobiles? On ne peut pas. Parce que et le pouvoir, il a son propre chantage, et les privés, ils font leur boulot comme dans n'importe quel autre pays du monde. C'est après vous. Ce que vous faites de votre journal, ce que vous faites de votre travail professionnel, et est-ce que vous maintenez votre contrat de confiance avec le lecteur? Parce que le lecteur après, il va vous lâcher. S'il trouve que vous avez vendu la une, parce que vous avez un encart de l'ANEP, qui est la régie publique de publicité que l'État utilise pour acheter les différents titres de presse, là, le contrat est... Donc c'est moins... J'arrive pas à l'exprimer très bien parce que je m'emporte un peu, mais... Vous pouvez épingler aussi par les hommes d'affaires, les grands patrons, les gens qui ont de l'argent, pareil, qui dans la publicité à des moments privés, à un certain moment. Ouais, c'est ce que je dis. On ne peut pas parler de Sawiris, des Égyptiens, de Jessie, tout ça, alors que vous savez qu'il y avait des magouilles, il y avait des choses. Aucun journal privé ne pouvait en parler parce qu'ils recevaient tous de la publicité. Mais ça, c'est des problèmes. Ça, c'est des problèmes qu'on vit. Non, juste une seconde, pour préciser. Oui, mais c'est un problème. C'est pas que la presse algérienne, mais ça reste un problème. Ça, c'est nouveau en Algérie. Non. Ça, c'est intéressant. C'est, je pense, un des aspects les plus intéressants en Algérie en ce moment. Voilà, donc il c'est n'y a quand pas même une concurrence des des pouvoirs. Et on a une émergence embryonnaire, encore embryonnaire, et assez complexe de pouvoir de l'argent, pour aller vite. Voilà, pour aller vite. Et sauf que là-dessus, moi, ce qui m'intéresserait, excusez-moi si je me coupe, moi, ce qui m'intéresserait, c'est la position de la Watan par rapport à ça. C'est-à-dire, en gros, pour aller vite, en gros, par rapport à l'économie de marché. Parce que je pense que là, il y a vraiment une question modale. Le modèle économique des journaux. Et la question modale, elle est là. Est-ce qu'on est pour un marché ouvert? Est-ce que le Watan
idéologiquement, consciemment, inconsciemment, est pour un marché ouvert, ou est-ce qu'il est pour un marché fermé? Je pose la question de but en blanc. Je ne sais pas si je suis clair dans ma formulation. Et on revient d'une double manière à la ligne éditoriale, parce que ça fait partie de l'orientation politique générale, l'orientation politique économique, mais il y a aussi une autre question, parce que tu as dit tout à l'heure que vous avez fait une sur le DRS en 2003, mais moi je me souviens de une sur la torture dans le Sud. Et donc, mais tu es en train de dire que tu ne peux pas faire d'enquête sur les pouvoirs, les concessionnaires. Donc est-ce que les concessionnaires font plus peur aujourd'hui parce qu'ils verrouillent avec l'argent que justement les généraux moustachus et ventripotent comme tu as dit tout à l'heure? Pire que ça, et pour revenir à la question du modèle économique, pire que ça. Parce que le problème de la pression d'un annonceur privé sur un journal. Alors, Jacques Kaiser, début du siècle, il en parlait. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement classique et normal. Sauf que, quand ça se passe dans un pouvoir, dans un régime, dans un environnement où il n'y a pas d'autoritarisme, où il y a des contre-pouvoirs, où il y a des syndicats puissants, où il y a un équilibre des forces, là où le pouvoir réel est identifié. Ça veut dire, si je sais que cet industriel m'a mis la pression, je sais exactement pourquoi. Mais dans un pouvoir comme ce que nous vivons comme opacité, le mec de Jay-Z va faire la pression sur toi. Pas parce que tu l'as attaqué. Parce que le mec de Jay-Z est en train de faire des affaires dans un pays où les banques ou les autres sont tenus par des généraux et d'autres. Donc il y a le pouvoir de l'argent et le pouvoir voilà, il est comme ça. Donc on n'est pas dans un environnement normal où on peut gérer ça de manière rationnelle en disant où on peut être protégé. Et l'autre chose aussi, juste la deuxième partie, et ça c'est une spécifique aussi. L'État il dit, moi j'ai la régie de publicité, l'ANEP. Et lui, il dit, je décide qui je donne cette publicité. C'est moi qui décide. Donc, Al-Watan me critique, je ne donne pas la publicité. Un tel ne critique pas, je lui donne la publicité. Même si ce journal est lu par 2 personnes. Qu'il est mal fait, qu'il est écrit ni en arabe ni en français. Mais je lui donne la pub. Et il y a plein de journaux qui survivent comme ça. Plein. On a une centaine de quotidiens à Alger. C'est pas normal. Une centaine. Donc 90% survivent juste par la NEP. C'est pas normal. Et donc, dans cet environnement-là, comment peut-on avoir une véritable logique commerciale dans cet environnement-là? Donc, du coup, on va vers le privé. Du coup, quelque part, on est obligé de protéger ce privé. Parce qu'on a le choix, ou ce privé, ou les prétoriens, comme aime dire Mohamed Hachmaoui pour le citer, même s'il n'est pas là. Donc, c'est ça qui rend la chose complètement vicieuse. On n'est pas dans un système où il y a des contre-pouvoirs, où il y a une véritable identification des pouvoirs, où on peut dire et arbitrer et dire que voilà, je vendrai mon âme à 5% pour ça, mais quand même je garde ça et tout. C'est pas encore clair. C'est pas identifié, pardon. C'est pas identifié. Oui. C'est pas identifié. Existe partout. Le pouvoir n'est pas identifié, mais on sait quand même qu'il y a un service qui est chargé du contrôle de la presse. Oui. Alors on nous a expliqué qu'il était passé du DRS ou l'affaire qu'il a été dissous depuis. Mais on ne sait toujours pas qui c'est. Et il y a un vrai ministre de l'information qui est le comptant qui est aussi le vrai directeur général de l'ANEP, mais on ne sait pas qui c'est. Alors on ne peut pas faire de une sur le concessionnaire, alors tout faire quand on laisse en haut. Mais est-ce qu'on peut faire par exemple les journalistes, alors qu'ils sont en contrôle quotidien, pas en contrôle, mais relation plus ou moins quotidienne avec ce colonel Fouzi ou ce colonel Arba, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, même pas un papier, en faisant plus simple, c'est en disant dans un papier, alors est-ce que c'est pas une sorte de complaisance à l'égard de ce contrôle qui est exercé sur la presse, de le désigner sous son nom, sous son pseudo, et alors que je suis persuadé que plein de journalistes connaissent son vrai nom, et tout simplement, non pas à l'insulter ou quoi que ce soit, mais tout simplement donner sa véritable identité. Et est-ce que ici, alors
je relativise ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu disais, il y a le contrôle des méchants, c'est pas aussi simple que ça. Mais est-ce qu'ici, c'est pas simple? On n'a pas le droit de dire qui est le colonel Arba. On n'a pas le droit de donner sa véritable identité quand on est journaliste en Algérie, alors qu'on sait très bien qui c'est, parce qu'il vient vous voir en tant que journaliste, il veut faire son travail. Et ce qui est exceptionnel dans la presse, c'est que toute la presse a parlé de l'affaire de ce centre qui s'appelle le Centre de communication et de diffusion, qui fait partie du DRS, qui est chargé des médias et de la presse, mais aussi de l'édition et de la NEP et de beaucoup d'autres... même le Festival international de la bande dessinée, ils mettent quelqu'un là-bas pour vous dire Yanni, jusqu'à quel point les bandes dessinées peuvent être dangereuses. Quand la presse a parlé de ça, on a parlé de ça comme quelque chose de normal. Ça veut dire comme si on parlait d'une sous-direction dans un ministère qui a été déplacé. La presse avait complètement intériorisé ça. Oui, le CCD a été... Oui, mais c'est quoi le CCD? C'est pas normal qu'un mec qui a un grade de colonel, qui est dans les services secrets, se mêle des affaires de la presse, de la NEP et de la bande dessinée. C'est juste pas normal. Est-ce qu'il y a la possibilité de dire son nom ou pas, ou est-ce que ça fait partie des lignes rouges? Moi, je connais pas son nom. Mais je pense que ça peut... Alors, je sais Moi, pas, je pense que ça fait partie des lignes rouges pour les gens qui ont intériorisé la peur du DRS, oui. On va pas lire son nom dans les autres journaux. Mais si je connaissais son nom, je l'aurais dit. Est-ce que je peux... Parce qu'on est parti dans le débat tout de suite, on est déjà de dire qu'effectivement, on est en Algérie, qu'en Algérie, on n'est pas exactement dans un état de droit, et donc la presse, dans un état de non-droit, elle a subi les vicissitudes de ce régime-là. Pour revenir à l'autocensure intériorisée, etc. Moi, j'ai été frappé, par exemple, pour prendre un exemple très récent, je voulais vous poser la question, comment ça opère, comment ça se fait pratiquement, et comme c'est récent, parce que la mémoire est plus fraîche. Il y a eu très récemment une brouille entre l'Algérie et le Maroc, entre M. Alcazar, etc. Et moi, j'ai été frappé de voir, y compris une de l'Ouatan quotidien, mais de toute la presse algérienne, que je ne peux pas trouver comme ça rapidement, alignée sur une position pratiquement nationale chauvine, pour aller vite, qui est en gros, qui serait en gros la voix de son maître. On porte la parole du régime algérien, on lui parle des questions Polisario, où c'est en lien avec. On fait remonter les sujets Polisario, etc. Comment, alors, le CCD, tu viens de le dire, tient la bourse, c'est lui qui décide qui va manger et qui ne va pas manger. Au moins pour l'argent public, il y a l'argent des annonceurs privés, etc. On en a déjà parlé, mais comment ça s'est opéré là, selon toi? Pourquoi on a trouvé toute la presse francophone que j'ai parcourue alignée sur une position? Comment s'opère le contrôle de l'opinion par le régime? Mais là aussi, c'est même pas le contrôle du régime. Parce que le régime n'a même pas besoin de demander à la presse d'écrire des horreurs et des méchancetés sur le Maroc. Et là aussi, on parle de génération aussi. Parce qu'il y a une génération qui a toujours été dans le truc guerre des sables, Polisario, Hassan Dos voulait jusqu'à nous enlever même Tamra Rasset, etc. Moi, ma génération, ça ne me parle pas, par exemple. Moi, ça ne me parle pas, cette guerre. Enfin, cette pseudo-guerre qu'ils veulent monter, fomenter, etc. Ça, c'était toi, des journalistes, dans ce régime qui opaque, où on a peur des généraux. Comment, au quotidien, peut-être, à la limite, ma question, c'est comment tu distinguerais ton quotidien de journaliste, ton travail de journaliste, ici, d'un pays où il y aurait un état de droit, où il serait un peu plus démocratique, etc. Qu'est-ce qui le singularise? Qu'est-ce que c'est l'accès à l'information? Est-ce que ce serait l'accès à l'information ou est-ce que... Je crois qu'il y a cette question-là, finalement, derrière. On a parlé de journalisme journaliste. Une des choses... C'est vrai que j'ai parlé de la Syrie, c'est l'accès à l'information. Pardon. Non, mais la Syrie, c'était la loi... Si je parle juste pour... Non, si je parle d'Al-Watan, l'Al-Watan ne s'est jamais aligné sur Bachar al-Assad. Je me rappelle très bien. Si vous tendance à voir la presse nationale, qu'elle soit privée, on parle privée parce que le public sait qu'elle va s'aligner, c'est clair. Même la presse privée s'aligne toujours sur la position officielle de ces gouvernements. Donc parfois, d'ailleurs, de manière systématique, et c'est vrai que c'est... Il y a monsieur...
Il y a monsieur devant qui veut poser une question, s'il vous plaît. Pourquoi de la chose, voilà, est-ce qu'il y a une pression artistique ou c'est, voilà, oui, voilà. Même pas. Moi, personnellement, je sais que même pas, parce que j'ai travaillé dans la presse pour les gens, ils veulent vraiment comprendre comment ça s'opère et comment ça... Mais j'ai noté ça. Alors monsieur, merci d'avoir patienté. Juste un mot sur l'article sur le jeune juif qui vous avez paru tellement intéressant que je l'ai diffusé, voilà, très très largement. Mais ma question est tout à fait différente. Alors, moi j'aurais aimé évidemment poser des questions générales, même si ce n'est pas l'objet, les 19 morts après la coupe, enfin bref, l'élection d'Algérie au Conseil des droits de l'homme, enfin de l'ONU, mais ma question n'est pas du tout celle-là. En septembre, à Alger, je fais partie d'une association, le Parvis, c'est une association de chrétiens engagés, et l'année dernière, on avait pris le parti pour le mariage en France. Et donc, on a rencontré à Alger les deux associations gays d'Algérie. Donc, je relis une prostituée. Et d'ailleurs, la plus importante, à Gounawas, vient d'élire une présidente et non pas un président. Donc, c'est quand même ainsi. Alors, ce qu'ils nous ont dit, on a rencontré 4 garçons, 3 filles, c'est l'équilibre est quand même assez intéressant. Ce qu'ils nous ont dit, on n'a pas de visibilité parce que la presse, alors le Watan a parlé un petit peu du sujet quand même une fois, mais on n'a pas de visibilité parce que la presse a tellement peur, alors ils sont aussi très féministes, c'est des associations en même temps très engagées aux côtés des féministes, mais les féministes ont peur de s'engager, mais les journaux pas du tout. Donc voilà, est-ce que votre rédaction qui paraît plus ouverte, parce que vous avez parlé des prostituées, est-ce que c'est un sujet qu'elle pourrait évoquer dans un dossier ou, enfin voilà ma question. Est-ce qu'en matière de mœurs, de société, on est prêt aussi à évoluer en Algérie dans la mesure où justement il y a ces associations Bien qui sûr. existent. On en avait parlé du premier Tintin l'année dernière. Oui. Voilà, on avait annoncé. Mais le Watan aussi avait parlé de la pénalisation et de la criminalisation de l'homosexualité dans l'arsenal juridique. On a fait 2 pages sur ça. Et même là, c'est même pas un problème de censure ou de... Parce que le vrai débat est là. C'est vrai que c'est important de faire des enquêtes sur les avoirs du général X ou du général Y. Mais moi, je pense personnellement que les vraies enquêtes et les vrais sujets, c'est des sujets comme ça. Parce que c'est ça qui mine vraiment la société. Nous, on essaie... Mais le problème, c'est que on essaie de partir sur des sujets comme ça quand il y a l'actu qui est derrière aussi. Donc, quand il y a une arrestation ou un fait divers qui remonte réellement, comme cette campagne de moralisation à Tichy où on a attaqué les prostituées, etc. Et on avait parlé, on a fait tout un reportage autour de la question pour découvrir derrière qu'il y avait des enjeux économiques que c'était pas et caché par un truc pseudo-moral ou moraliste. Rien ne nous empêche d'aller vers des sujets comme ça. Mais c'est vrai que c'est des sujets sensibles. C'est vrai qu'on y va doucement parce qu'à côté de nous, on a l'armada d'une certaine presse qui attaque tout ce qui est juif, tout ce qui est chrétien, tout ce qui est francophone, tout ce qui marche à gauche plutôt qu'à droite. Et souvent, on a trop sensibilisé l'opinion publique à ces sujets-là. Et le fait que la presse francophone en parle, tout de suite, on dit « Ah, regardez ». La presse francophone, c'est celle des... Exactement. La dernière fois, un journal arabophone pro-régime nous a attaqué, tous les journalistes à l'Ouatan, ne nous a pas attaqué parce qu'on ne fait pas bien notre travail, parce qu'on fait de la diffamation ou parce qu'on vend de l'argent public. Il nous a attaqué parce qu'on ne fait pas Ramadan. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, on revient à des questions très morales et on essaie aussi de matraquer l'opinion publique avec ces questions-là. Mais c'est des questions, nous on essaie de revenir sur ça le plus souvent possible aussi. Oui, mais même les sujets tabous, on peut travailler sur les sujets tabous, mais je répète toujours la même question. Ça dépend comment. Si moi je vais faire un sujet sur les prostituées, juste pour vendre le journal, pour revenir à la question tout à l'heure, juste pour faire du racolage. C'est commun que vous avez utilisé. Oui, mais c'est graphique. Ça aurait pu être mais parce qu'il y avait le halakat. Non, parce qu'il y avait le halakat. Alors c'est de la provocation. On voulait créer du contraste, c'est tout. C'est vrai que les tabous sont assez compliqués à traiter. On avait vu ce qui s'est passé, les non-jeuneurs de Sidi Ouzou, par exemple. On
Ah non, la presse en a parlé. S'il vous plaît, il y a une question là, il y a une question chez Toufer, et une question c'est Yahya derrière. C'est là, justement, est-ce que la censure, elle ne vient pas forcément d'en haut, mais est-ce qu'elle peut venir d'en bas, c'est-à-dire la société? Parce que j'ai vu une fois le témoignage de Kamel Daoud, qui est journaliste au quotidien Laurent, qui disait justement très souvent dans ses chroniques, quand il abordait des sujets tabous sur la religion, sur la sexualité, etc., il se faisait attaquer par des gens qui le lisaient. Il se faisait attaquer, donc il racontait que le plus dur pour lui, c'était l'autocensure par rapport à ce qu'allait penser la société sur ses écrits. Donc est-ce que c'est pas, est-ce que vous n'êtes pas très souvent confronté à ça? Et un complément à cette question, tu as fait partie d'un groupe qui a fait quelques actions, le groupe BZEF. Et donc, est-ce que vous n'aviez pas aussi un côté sociétal, je ne sais pas comment trouver leur société, est-ce que vous n'aviez pas aussi un côté d'essayer de casser certains tabous et où est-ce que ça a mené en tant que journaliste et en tant que rédacteur en chef de Lointain Week-end, et aussi en tant que membre d'un groupe qui s'est subversif. Qui est dissous depuis. Qui est avant la révolution arabe. Oui, justement, c'était une bouffée d'air à ce moment-là. Je vais noter la question d'oxygène. Il y a Toufer Yahya. Donc, toujours dans le sens des pressions venant d'en bas. C'est encore il faudrait vérifier si ça vient vraiment d'en bas. Parce que l'en bas, il est peut-être suscité par le haut. C'est un problème. Bien sûr, bien sûr. J'ai remarqué, mais non, on n'est pas torturé. Tu m'as porté aide à ce moment-là dans ma page de Facebook à propos de l'interdiction, enfin la tentative d'interdiction des débats de Lointain du 9 novembre. J'ai remarqué qu'il y avait deux fortes pressions extraordinaires qui ne se prononçaient pas évidemment sur l'interdiction, qui par principe aurait dû indigner plus d'un, quelles que soient nos sensibilités, quelle que soit notre appréciation de la marge de manœuvre dont dispose Lointain, sa rédaction, et encore les journalistes, évidemment, leur indépendance. Normalement, il aurait dû y avoir une indignation partagée par tous. Or, cette question-là a été larguée complètement au profit de deux questions. Une qui me paraît importante. Certains défendent le principe de la liberté d'expression, et donc la liberté du journal, mais ils disent, attention, Lointain a un passé. Par rapport à notre histoire, ils sont positionnés sur le coup d'État, etc., etc. Elle est recevable. Je pensais qu'elle allait être la plus virulente, mais elle était acceptable. Celle qui m'a paru la plus virulente, c'est celle qui disent, en gros, Lointain, et encore plus Lointain Week-end, c'est vraiment les agents du libéralisme, c'est tout ce langage-là, quand on sait... les suppôts de l'OTAN. Les suppôts de l'OTAN... suppôts du néocolonialisme, avec... sionisme aussi, j'ai eu aussi. Plusieurs fois sioniste. À travers le conflit, la querelle, entre guillemets, algéro-marocaine, comment vous appréciez cet impact-là? À mon avis, il ne vient pas uniquement dans le bas. Mais enfin, bon, ça c'est votre idée, notre appréciation. Quel est votre... Est-ce que pour vous c'est une difficulté? Et comment ça se traduit? En fait, c'est beaucoup plus un agacement, et peut-être que tout à l'heure on revient sur la une sur la Libye, parce qu'il y a eu ce genre de problème sur le cadavre de Kadhafi en une. Bon, nous on perçoit ces attaques comme quelque chose d'assez positif en fait. On est très très content quand les gens nous disent vous êtes des sionistes, vous êtes des agents de la France, vous êtes des gens qui ne font pas Ramadan, vous êtes Hezb França, vous êtes des agents de la DGSE, vous êtes des Harki, vous êtes... Bon, ils nous sortent des choses, mais moi je suis très content quand ça sort comme ça. Je suis très content parce que c'est le fait de ne plus avoir une capacité rationnelle et construite à ramener la contradiction au seul fait d'organiser par exemple une rencontre avec le public dans le cadre des débats d'Al-Watan, ou le fait qu'on ait fait une ou un article, que les seules réactions c'est ça. Donc ça me rassure. Je me dis que la bête est tellement blessée qu'au lieu de me tenir un langage normal, elle éructe et elle crie. Donc voilà, je prends ce recul-là, alors
avant ce recul, au début, on a mal, bien sûr. On est énervé, on est agacé parce que on essaie d'être honnête. Je ne dis pas que je suis un journaliste objectif, ça c'est impossible. On essaie, mais c'est pas tout le temps possible. On essaie de faire quelque chose de qualité. On subit les pressions de plusieurs côtés pour après subir ce genre d'attaque. Donc, quelque part, ça me rassure. Paradoxalement parlant, ça me rassure. Et juste pour revenir sur la question de l'autocensure, en fait, moi je la trouve beaucoup plus dangereuse parce que l'autocensure est intériorisée. Ça veut dire, des fois, on la sent même pas. Voilà, c'est normal que le Maroc, c'est pas bien. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi on s'attaque à d'autres sujets où il y a des réactions comme ça ataviques qui remontent? Eh ben, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont très dangereuses. Et aujourd'hui, dans la presse algérienne, il y a des dérives terrible. Et on peut parler de l'absence du syndicat du journaliste, on peut parler de l'absence du conseil de la déontologie, on peut parler d'énormément de trucs, mais il y a eu des unes racistes à l'occasion des derniers matchs avec le Burkina, même avant. On a montré un arbitre et un journal sportif, pour ne pas le citer, et avec la photo d'un arbitre, salaud, et en bas, noir, etc. C'est-à-dire, ça c'est aussi des problèmes à l'intérieur de la presse qui doivent absolument... Et justement, comment on traite ces questions-là? Mais je vais donner la parole... Non, Yahya qui veut poser une question. C'est en relation... Vous venez parler du syndicat des journalistes. Franchement, je suis venu ici pour poser cette question parce que j'ai eu beaucoup de mal. La dernière fois, quand votre débat était... milieu animé, ça m'a vraiment révolté. Je me suis dit, quelques jours auparavant, il y avait un communiqué du ministère de la Défense qui disait que ce que les opposants à l'intérieur et à l'extérieur du pays dénonçaient depuis une vingtaine d'années, simplement on les traitait même de militants mal, quand on disait que la presse algérienne elle est gérée par la caserne de Binaknoun et certains colonels Fauzi, et c'est eux qui donnent la publicité et qui décident qui doit continuer son métier ou pas. Longtemps vous êtes indépendant par rapport à ça, avec le travail, c'est tant mieux. Il y a eu un communiqué officiel qui disait que cette cellule, l'IDS, existait, qu'on vient de la dissoudre, et qu'il y a une autre cellule qui va être créée au niveau du ministère de la Défense. Je m'attendais à une réaction au minimum des journalistes, disant, on n'est pas dans le dossier de l'IDS. On fait notre métier, librement. En plus, une semaine après, il y avait la journée internationale de la presse, une poignée de journalistes faisaient Hassiba, alors que les journalistes font Hassiba en vrai, dans la maison de la presse, qui est en moins 500. Donc, il y a les journalistes, il y a les avocats, la même corporation, il y a les magistrats, parce qu'il faut tourner sur l'animation. Il y avait les avocats et les juges. Les magistrats ont précédé la révolution de janvier 2020. Poser une question parce que les journalistes, les avocats et ces corporations-là sont censés être la conscience d'une société. Parce que là, on parle de la société, c'est vrai qu'il y a des sujets controversés normaux en Occident, la société algérienne, elle a du mal à les accepter. Je pense que c'est un acheminement historique qui doit se faire. Mais quand on a la conscience de cette société, ces corporations-là, qui ne réagissent pas quand elles sont attaquées dans leur liberté. Bien sûr. Je pose une question, ne pensez-vous pas que la conscience de la société algérienne, notamment surtout les journalistes, qui n'arrivent même pas à se constituer dans un syndicat, est-ce que notre conscience est morte? C'est valable pour les avocats. Moi, je dirais pas la société algérienne. Non, la conscience de la société, c'est corporation. Non, je dirais pas la conscience de la société algérienne parce que on peut pas avoir l'ambition de capter le potentiel combatif ou de résignation de la société qui même pour moi, qui étudie ça, qui travaille sur ça depuis très longtemps, je ne saurais pas te répondre sur ça. Par contre, là où tu as vraiment raison, c'est la question des journalistes qui n'arrivent pas à s'organiser entre eux. Et là aussi, on revient au problème générationnel et aux années 90. Parce que, comme ils importent leurs propres problèmes idéologiques des années 90, et comme chacun accuse l'autre d'être, toi, derrière toi un général, toi, derrière toi un sergent, toi, derrière toi, il y a Rabrab, toi, derrière toi, il y a Djizi, et toi, derrière toi, tu as les jures Ruba, chacun s'accuse mutuellement. Donc, il y a une sorte de méfiance qui s'est installée entre tout le monde,
C'est pour ça qu'il y a cette incapacité de se réunir. Mais Ce qui a arrangé beaucoup le pouvoir aussi. Je ne sais pas à quel point il est intervenu à tu dis que ça, l'intérieur. c'est chez l'ancienne génération. Mais qu'est-ce qui empêche ça chez la nouvelle génération? Il y a eu des tentatives de syndicats. Il y a eu 2 tentatives de syndicats par les... Et pourquoi elles échouent? Pourquoi Elles échouent parce qu'ils n'arrivent pas... Parce que nous, les journalistes, on n'arrive pas aussi à se rassembler. Parce qu'il y a la méfiance. Et parce que aussi... certains patrons savent jouer très bien le jeu et donc avant que ça leur échappe, ils essaient de faire des arrangements directs sur les conditions socio-économiques avec leurs propres journaux. Donc, c'est aussi... Et même l'État, quand tu as des journalistes de la jeune génération ou la cadre moyen et tout, qui travaillent dans un journal indépendant et qui va commander au ministère de la Communication un appartement. Quand tu es un journaliste qui travaille dans un journal indépendant et qui travaille dans les sites internet ou dans les revues institutionnelles. Parce qu'on revient à la question de la précarité, du statut du journaliste. Le journaliste, avant qu'il pense à se constituer dans un syndicat, il faut d'abord qu'il y ait un minimum. Non, mais je crois que c'est beaucoup plus. Je crois que c'est beaucoup plus. Tu vois, le syndicat, ça va lui coûter 20 dinars de 50 dinars ou je sais pas combien. Voilà, pour la. Mais il y a un vrai problème. Il a parlé de la conscience des journalistes. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans ce pays, quand je vous ai dit tout à l'heure, que la majorité des étudiants qui sortent de l'école supérieure de journalisme veulent aller travailler chez la police. Des étudiants en journalisme. C'est ça, c'est là le problème. Les journaux indépendants, ils ont une part de responsabilité aussi. Oui, mais j'ai parlé de la raison de la précarité. Mais au-delà de la précarité... Mais là, la question, pardon, la question qui a été posée par Yahya, elle était sur la question des libertés. Et donc lui, si j'ai bien compris, la question, c'était est-ce que la question comment le fait de défendre ses libertés ses propres libertés, son droit de travailler, de faire son travail normalement, vous n'arrivez pas à vous défendre vous-même, catégoriel, vous-même. Mais toi, ta réponse n'a pas été sur les libertés, ta réponse a été sur les conditions de travail et les conditions sociales. Donc, est-ce que, si je sais pas, si je comprends l'échange là, est-ce que ta réponse, ça veut dire que les conditions de travail et les premiers ennemis d'une syndicalisation ou de l'émergence des syndicats autonomes, ce sont les patrons de presse et pas forcément alors je ne dis pas que le pouvoir a intérêt, le pouvoir casse systématiquement les syndicats autonomes. Mais est-ce qu'il n'y a pas en fait une conjonction des intérêts ici, entre les intérêts d'argent entre guillemets, les patrons de presse qui ne veulent pas avoir de problème, et le régime qui ne veut pas systématiquement avoir de syndicats autonomes. Mais une fois qu'on a fait le constat, il y a aussi le constat on voit bien qu'il y a certaines plumes dans la presse algérienne qui sont des plumes critiques, les chroniqueurs, donc il y a une presse d'opinion qui est critique. Mais il y a aussi et même qui va parfois très très loin, qui fait dans l'insulte parfois. Et la deuxième chose, on voit qu'il y a des gens qui font du reportage, de l'enquête. Et alors qu'est-ce qui explique, à part la méfiance, mais qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas, ou plutôt qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à surmonter entre gens qui réfléchissent de la même manière et qui arrivent à surmonter dans une certaine mesure l'autocensure, à être critique, à essayer soit d'être dans le journalisme d'opinion et d'assumer le journalisme d'opinion et le rôle de journaliste d'opinion, et d'autres qui sont plus dans l'enquête, dans le reportage, comme vous essayez de le faire à Watan Weekend. Qu'est-ce qui explique que entre des personnes de ce type-là, de ce pédigré, la méfiance n'est pas rompue et qu'on n'arrive pas à surmonter cette méfiance et à créer des syndicats autonomes, quitte à ce qu'ils à ce que tous les journalistes n'y adhèrent pas, à ce qu'ils soient peu représentatifs, mais qu'ils soient représentatifs de cette catégorie de journalistes, ou de ces deux catégories de journalistes. Est-ce qu'il y a... J'arrive pas à te répondre vraiment, mais je vais te parler de mon propre cas, par exemple. Voilà. Pour rester assez pragmatique, je le connais mieux que d'autres. Moi, par exemple, j'adhère pas au SNJ. Et j'ai toujours refusé d'adhérer au syndicat. Parce que peut-être que c'est une très mauvaise raison. Et peut-être qu'à partir de là, on pourrait réfléchir
à ce qu'on parlait problème de conscience, problème parce que tout simplement, à force de côtoyer et à force d'être dans la pratique quotidienne avec que ce soit les autorités ou avec les autres centres de pouvoir, j'ai perdu espoir dans ce qui est formel dans l'organisation et dans la lutte. J'ai perdu espoir dans ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on formalise les choses face à ces puissances-là, c'est là où on perd. Donc, est-ce que c'est cette méfiance généralisée des Algériens à rentrer directement dans tout ce qui est formel, tout ce qui est organisé? Peut-être c'est ça. Il y a aussi le côté méfiance. Et il y a le côté aussi que je vais officialiser, ça veut dire je vais me constituer pour aller m'asseoir à la table du ministère de la Communication pour discuter d'une loi qui va de toute manière être passée sans que je n'ai absolument aucun poids. Et cette loi, elle va s'imposer à moi de manière complètement unilatérale. Mais on peut faire du syndicalisme sans s'asseoir à la table du ministère. Voilà, après c'est une autre... D'ailleurs, si vous êtes critique, il ne voudra pas de vous à la table. Déjà c'est une chance. Sauf que excusez-moi, parce que du coup, en fait, vous perdez, si vous êtes méfiant à l'égard de tout ce qui est formel. D'accord? Donc, du coup, vous n'êtes que seul, c'est-à-dire, vous êtes le héros. Vous pouvez acquérir la posture du héros contre tout le monde. C'est peut-être parce que vous voulez être un héros, excusez-moi, mais j'emploie un style un peu ironique. C'est parce que vous voulez être un héros, et un héros seul, que vous ne voulez pas vous organiser. Il y a un truc qui est très très touchant, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de ce quartier. Mais au 19 de cette rue, de la rue Daguerre, ici, est née l'étoile nord-africaine. D'accord? L'étoile nord-africaine est née en 1927. C'était des gens à demi analphabètes. D'accord? Ils savaient à peine lire et écrire. Ils sont nés de 1927. Et puis ils ont libéré. Parce que c'était cette veine, en fait, du nationalisme qui a libéré l'Algérie. Donc, et eux, ils ont accepté de s'organiser. C'est pour ça que je vous dis, excusez-moi. Oui. Mais c'était moi, justement. Mais faites attention à la notion de, je veux dire, se méfier de l'organisation. C'est très très important. Non, mais se méfier dans le sens. Non, c'est pas ça. Dans le sens, on a avec le temps, on commence à être essoufflé et à perdre espoir dans s'organiser pour faire travailler mieux. Mais justement, est-ce que justement ce qu'était en train de dire Yahya tout à l'heure, c'est que les journalistes sont touchés par les mêmes mots que le reste de la société, mais en même temps c'est paradoxal parce que vous êtes dans une position où vous mettez en avant, par exemple, tu as dit que tu avais commencé l'une des premiers champs de couverture, c'était le Front Social. Mais vous couvrez le Front Social. Et justement, qu'est-ce qu'ils font? Vous couvrez beaucoup les syndicats autonomes, organisations formelles. Alors eux, on n'a pas couvert une grève dans un grand quotidien récemment. C'est ça dans votre domaine? Oui, bien sûr. Et aucun journal, ami de ce journal-là, n'a écrit un mot sur cette grève. À part les journaux gouvernementaux, bien sûr, qui ont dit « Ah, il y a une grève ici, etc. » Alors, il y a Samia qui veut poser une question, mais comme je suis ici, je pose ma question avant. J'abuse de ma position. Juste une question. Quand vous avez quand même des informations, c'est ce qu'on voit avec la création des blogs. Tous les journalistes de la génération, les trentenaires, on va dire, et ils ont tous pratiquement leur blog. Qu'est-ce qu'on fait de l'information? Et on voit souvent ça dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on fait de l'information qu'on n'arrive pas à faire passer dans son quotidien ou dans son journal, mais qui est là et qui est solide. Alors, est-ce que c'est une pratique chez les journalistes algériens de faire sortir des informations sur Internet signées, qui signent, alors qu'ils n'ont pas réussi à faire passer ça, quand ils n'ont pas réussi à faire passer ça dans leur... Ça arrive. Ça arrive, il y a des chroniqueurs qui n'arrivent pas à faire passer leur... On parlait de Kamel Daoud tout à l'heure, et il y a certaines de ces chroniques qu'il fait passer sur Facebook en citant que cette chronique a été censurée au quotidien dans...
Voilà, c'est quelque chose qui se fait. Mais sur des enquêtes. Est-ce qu'il y a vraiment des enquêtes faites par des blogueurs et des... Non, des journalistes qui ne peuvent pas faire sortir ça ou qui sont caviardés une partie de leur enquête, mais qui vont avoir un autre canal. Je pense deviner la réponse, mais qui ont un autre canal. Et le canal, c'est le blog, c'est Internet, mais toujours sous leur signature. C'est-à-dire qu'ils montrent que c'est un professionnel qui a fait ça, mais on n'a pas voulu faire passer un nom ou on n'a pas voulu faire passer un aspect de la... Mais tu as un exemple dans la tête? Non, justement, moi j'ai pas d'exemple dans ma tête. Moi, je pense qu'il n'y en a pas, justement. Ouais. Mais peut-être que, comme toi, tu connais beaucoup mieux la profession, c'est ta profession, je me demande si ça se fait. Et pourquoi, non, justement, est-ce que ce n'est pas une manière pense pas que ça se fait. La censure et l'autocensure? Non, je pense que les gens auront trop peur pour leur emploi pour le faire. Hein. Franchement. On a parlé de précarité tout à l'heure aussi. Hein. Moi, personnellement, je l'ai fait. Ah bah voilà. Un article sur l'existence d'une base militaire américaine à Tamanrasset. Et l'article, je n'ai pas pu le publier dans mon journal, mais je l'ai vu sur Facebook. Il a été vu et revu. C'était en 2000... c'est l'expression. C'était en 2010, 9 ou 10, hein, 2010 je crois, début 2010 ou 2009. Il a été, par la suite, il y a eu même un article du Canard enchaîné qui parlait justement du même sujet et qui citait des informations. Et ton journal, comment il a réagi? L'expression, comment ils ont réagi? Ben, en fait, tout simplement, il n'était pas du tout question, parce que voilà, publier, c'est des choses qu'on ne publie pas, voilà. Non, mais ils n'ont pas réagi au fait que tu le sors sur Internet. Donc il n'a pas été. Et je savais en fait, du coup, j'ai même pas proposé ailleurs de collaborer aussi dans d'autres journaux. Je savais personnellement qu'il n'allait pas passer, donc avec des amis, je savais qu'il n'allait pas passer. Voilà, je ne connaissais pas ce cas. J'avais publié j'ai toujours sur mon compte sur Facebook d'ailleurs, j'ai publié fin 2009, début 2010. Et je me souviens très bien qu'il y a eu un article du Canard enchaîné 2 mois plus tard, ou quelque chose comme ça, qui parlait du même sujet, avec des sources que j'avais même aussi citées, pas toutes les sources bien entendu. Voilà, donc je ne sais pas pour d'autres collègues s'il y a des sujets comme ça, mais en tout cas, je pense qu'il y en a ceux qui font tout de même. Voilà. Merci. Samir. Juste pour l'anecdote, parce que quand vous parlez du formel et de l'informel, pour vous faire un petit peu rire, donc 2001, en plein événement en Kabylie, je descends avec une déclaration du CCA d'Alger, collectif des comités autonomes des universités d'Alger, et je vais à Ouattane, toute contente, parce que justement j'ai des amis qui étaient à l'époque journalistes là-bas, et comme par hasard, je chope Ben Rochette, comme je le connais, on se connaît comme ça de vue, je l'ai arrêté et je lui ai dit, voilà, je viens pour la déclaration. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Vous avez un cachet. Nous étions un ensemble de comités qui venaient de faire ça, ne venait pas un mois, donc juste pour vous dire. Par contre... Pardon, j'ai fait la même chose. Ah, ouais. J'ai reçu, par exemple, excusez-moi, oui. Mais bon, le contexte est différent et peut-être qu'il vous a dit ça pour autre chose aussi, peut-être qu'il s'est autocensuré ou je ne sais pas. Mais par exemple, moi au journal, le nombre de fax, la semaine dernière, j'ai eu plusieurs fax de Adrar, de toutes les notabilités d'Adrar et du ulama d'Adrar, etc., qui soutenaient Ali Ben Fries pour le 4e monde. Et j'étais avec le fax, j'ai regardé le premier, le deuxième, le troisième, j'ai vu qu'il n'y avait pas de cachet, je mets de côté. Parce que nous aussi, on a besoin... Parce que nous aussi, on a besoin de se protéger aussi. Par contre, en parlant justement de la virulence, vous aviez, enfin, on n'a pas, je ne sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive, mais la fameuse justement Kadhafi, oui. Absolument. Et vous les revenir. Dommage qu'elle n'est pas là. J'avoue que, bon, personnellement, déjà, je pense de Kadhafi, mais aussi de tous les autres dictateurs qui de toute façon finiront par partir, sauf Boutef, je pense qu'il sera dans son règne, malheureusement, parce que nous avons justement des journalistes qui ne veulent pas avoir le courage de se former, de s'organiser, mais aussi
beaucoup d'autres personnes dans notre société, mais j'espère qu'on aura ce courage un jour de le faire, elles m'ont dit. Je me rappelle que j'avais lu, je ne peux pas dire, enfin, c'était de toute façon c'est pas une contribution, mais un monsieur, un professeur d'histoire d'Ahmed Jabel, avait écrit ce jour-là ce qu'il pensait de cette une. Et j'avoue que j'ai senti beaucoup plus de virulence dans votre réponse. Votre réponse a été dure. Oui. A été terrible pour des personnes comme moi qui ont reçu du Delbouz depuis l'âge de 16 ans et qui justement ont connu ce Ahmed Jabel déjà en 80 dans la première rencontre de l'opposition algérienne en avril 80 à Yakouran. Je l'ai connue toute petite et je l'ai retrouvée à la fac d'Alger. Cet homme-là a été le seul, lui et 3 femmes, Khawla Ibrahimi, Louisa El Hamou, Madame Delmi et M. Ahmed Jabel, qui ont soutenu les étudiants algériens qui se sont mis en grève en 2001, qui ont bloqué pendant une semaine Hassan Haraka, comme je l'appelle, Wali, pourra vous parler de ces moments-là. J'ai senti comme si, franchement, vous naissiez en fait à l'opposition et aux luttes sociales dans notre pays. Votre réponse. On revient à la question rupture générationnelle. Voilà. Elle m'a scotché. Après, je ne vous cache pas, pour moi, la moindre des choses, comme journaliste justement, aurait été que j'aille demander c'est qui cette personne. C'est tout. Donc je voulais vous poser oui, bien sûr, non. Parce que vous voulez, non, vous voulez la mettre sur, je ne sais pas quelle autre question tu voulais poser sur ça. Non, c'était... Vraiment, je veux dire, c'était quelque chose... D'ailleurs, j'ai écrit à Hassan, je lui ai dit, mais tu laisses faire ça? Et au moins, dis à ton ami ou à ton collègue qui est Ahmed Jabel. Et aussi bien d'autres, après, politiquement. Il y a des choses sur quoi peut-être Dahou, c'est, comment dire, retranché, si vous voulez. Je ne sais pas, il y a des choses, effectivement, nous avons un grand problème actuellement au niveau de la génération, parce que il y en a qui disent, justement, que, comme vous l'aviez d'ailleurs soulevé tout à l'heure, que le Watan est pro-OTAN, et justement, défendez-vous avec des arguments et de dire nous ne sommes pas pro-OTAN. Nous ne sommes pas pro-OTAN. Mais ils ont le droit d'être pro-OTAN, madame. Oui, ils ont le droit d'être pro-OTAN. Tu veux être pro-OTAN. Mais l'enjeu, c'est d'être transparent. Monsieur, je posais une question, je ne vous ai pas du tout demandé d'ailleurs. Donc, pour revenir à la question, c'était ça. Franchement, c'est quelque chose qui m'avait sidéré. Et j'ai eu mal pour un Watan de ces journalistes. Alors, je compléterai juste la question d'une autre manière. C'est est-ce que, justement, l'épisode, il y a eu un échange de lettres entre vous et... Donc, la une de Watan Weekend, c'est pas le Watan, c'est le Watan Weekend. Ouais. C'était le corps de Kadhafi parce qu'il a été tué jeudi. Voilà. Donc, qui a été ensanglanté. Et donc là, comme vous dites, la une s'est imposée à vous, j'imagine. Mais, alors, d'un point de vue journalistique, ce qui a été beaucoup critiqué, c'est d'abord de montrer le corps ensanglanté, mais ça aurait pu être un passant au Kadhafi, là la question aurait été la même. Et puis il y a une autre question qui a été celle qui a été posée beaucoup plus clairement par Dahou Djerbel, donc qui est un historien connu, que le Watan Weekend connaît très bien, puisque à plusieurs reprises vous l'avez interviewé, et il fait partie des personnes que vous contributeurs. On a travaillé sur Naqd ensemble dans le week-end. Si mes souvenirs sont bons. Et justement, est-ce que, alors, votre une, est-ce que cet épisode, alors je ne sais pas si c'est la une ou est-ce que, donc l'autre argument, c'était l'argument de, en réalité, vous faites, je simplifie, et peut-être que je trahis peut-être le message de la lettre. Je ne l'ai pas relu avant de venir. Vous faites en fait les messagers de l'impérialisme et et de l'intervention de l'OTAN en Libye, en montrant Kadhafi dans cette position qui est une position humiliante. Et donc c'est l'humiliation pas de Kadhafi, mais l'humiliation de la Libye et de l'Algérie avec.
Et donc, vous avez une réponse dure. Vous avez une réponse dure. Et la question, ça a été la question que je me suis posée, est-ce que justement, alors, Samia l'a posée d'une manière différente, c'est, vous avez l'impression de naître aux luttes sociales. On se tutoie depuis tout à l'heure, je te connais, donc je sais que tu n'es pas né aux luttes sociales. Mais est-ce que cet échange ne vous a pas coupé d'une partie? C'est ça la question, c'est-à-dire que d'une partie de votre lectorat habituel et de vos contributeurs habituels, et est-ce que justement ça ne montre pas aussi peut-être une rupture générationnelle, ou peut-être tout simplement c'était une erreur. Ça fait partie de tout à l'heure, tu as évoqué des unes qui font partie des erreurs et des bêtises. Est-ce que c'est pas alors avec le recul, quelle est l'appréciation sur cette polémique? Bon, en fait, quand on a réfléchi à cette une, on n'a pas trop hésité, bizarrement. C'est ça qui est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que quelque part derrière, dans notre tête, bon, il n'y avait pas le complot impérialiste, ça, je vous rassure, on faisait des projections sur ce qui se passait dans le monde arabe. Et on avait un tel espoir à l'intérieur que ce qui se passe en Tunisie ou en Libye ou en Égypte pousse un tout petit peu les lignes de pousse les lignes justement, qu'on puisse pousser les lignes un tout petit peu en Algérie. Qu'on avait opté pour une position radicale, pour dire c'est comme ça que finissent ces dictateurs. Voilà. C'était beaucoup plus une interne en fait. Voilà. C'était plus un message, c'est plus une algérienne on va dire, si on veut simplifier les choses. Voilà. On voulait passer un message beaucoup plus violent. Bon, il y avait l'argument journalistique derrière lequel on peut toujours se cacher pour dire que la photo est une information et c'était l'info du jour et est-ce qu'on va le montrer de loin ou de près et tout. Bon, il y a toute une polémique autour de ça. Mais bon, et jusqu'à présent, c'est pas tranché. Moi, dans ma tête, je l'assume la une. Ça veut dire, oui, demain on va buter Bachar al-Assad et c'est pas parce que je déteste Bachar al-Assad ou parce que je l'aime. Mais parce que pour moi, c'est une information. Et cette photo, c'est un article. C'est un article d'information. Je mets sa photo sur la une. C'est comme ça. Mais ça, c'est l'argument journalistique que tu veux. Après, oui, non. Là, tu te caches. Non, je me cache et en même temps, c'est automatique. En même temps, quelque part, il y a un positionnement derrière. Ça veut dire, on n'a pas été, contrairement à ce qu'a dit notre ami tout à l'heure, nous, on n'a jamais été pro-syrien ou pro. Mais on ne peut pas être avec les révolutions arabes depuis le début et suivre les mouvements arabes depuis les années 2005, 2004 même, avant même que ce soit dans la une des médias internationaux, et après aller dans le truc, ah non, mais quand même, c'est un président arabe. Il y a eu ça aussi. Mais après, il y a tout un débat autour. Peut-être ne pas le montrer, penser à ses enfants, penser à sa famille. Mais justement, est-ce que vous, sur la question de la polémique, s'il vous plaît, la question, et ensuite il y a une question derrière, parce qu'on doit quitter la salle dans 10 minutes. Et la question justement, et est-ce que finalement, avec cette une, c'est une question, parce que Dahoud Jarbal, c'est un historien respecté en Algérie, qui est connu aussi pour son engagement civique, pour faire simple, et qui aussi, mais derrière lui, il y a toute une frange de l'intelligentsia algérienne. Est-ce que justement ce que vous avez fait, ce n'est pas un acte de rupture? Et est-ce que cet acte de rupture, c'était un acte assumé? Est-ce que c'est un acte, une réaction à chaud et énervée? Non. Est-ce que là vous avez un acte de rupture, mais si c'est une rupture, ce serait avec qui? C'était un acte. Au-delà de la personne de Dahoud Jarbal, on était très 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 fatigué au niveau d'Al-Watan et d'Al-Watan Weekend, qu'à chaque fois qu'on sortait justement de la doxa nationaliste arabe, pseudo-gauchiste, que les gauchistes algériens présentaient comme quelque chose d'impossible, pas toucher à ça, il ne faut pas toucher au Polisario, il ne faut pas toucher à Boumedienne, il ne faut pas toucher à l'unité arabe, il ne faut pas toucher à beaucoup de choses, etc. Et on avait un peu
je vais t'énerver encore plus. Non, je discute. Non, je mélange exprès parce que moi je parle du discours dont on a été toujours la cible, alors que au lieu de nous critiquer sur des choses qui étaient vraiment où on avait vraiment fait des fautes, des diffamations ou des fautes de jugement réel et tout, on était toujours dans l'idéologie. Toujours dans l'idéologie et toujours on nous accuse d'accointance complètement surréaliste. La dernière fois, je suis désolé, j'adore Dahoud Jarbal. J'ai aucun problème avec Dahoud Jarbal. Mais Dahoud Jarbal qui déclare dans un journal il y a un mois que le Watan travaille avec un site géré par Dassault pour monter un site d'histoire, et donc c'est les Français qui expliquent aux Algériens comment écrire l'histoire. Je suis désolé, un historien ne parle pas comme ça. S'il a des preuves, parce que c'est ça l'histoire. Ben, moi j'ai les preuves, il n'y a pas de souci. Le site s'appelle OVNI, Al-Watan, et OVNI ont monté le musée numérique. Il y a tout sur Internet. On a fait 4 suppléments sur la révolution algérienne. Et partir dans ce discours un peu conspirationniste, à un moment, c'est fatigant. Et il n'y a pas que lui qui est dans... Il y a d'autres aussi, profs, anciens de l'université d'Alger ou d'ailleurs, qui nous ont un peu fait la guerre sur des questions comme ça. Et bon, il y a une composante française dans le journal. Ah, ça, c'est pas bien. On rentre... il y a une Française qui est rédactrice en chef d'un journal. Ah non, excusez-moi, mais ça pose beaucoup de problèmes pour les gens, par exemple. On a une franco-algérienne qui travaille avec nous. Les gens me disent, elle n'a pas le droit d'écrire sur l'Algérie. D'accord. Wassila Tamzali, elle n'a pas le droit d'écrire sur l'Algérie. Pourquoi? Elle vit en France. Très bien. Et un tel, il vient nous aider pour le site internet, il est franco-algérien. Non, je dis qu'il y a cette ambiance. Non, je parle de cette ambiance. Est-ce que, justement, je reviens à ma question, parce que Dahoud Jarbal, c'est quand même quelqu'un qui a un discours politique articulé, bien sûr. Et c'est pas quelqu'un qui fait des amalgames de ce type. Donc, est-ce que si vous avez rupture, est-ce qu'en réalité, alors je vais reposer ma question, est-ce que vous n'êtes pas trompé de cible du coup dans votre réponse, peut-être, hein, en disant, en attaquant, en étant très dur avec Dahoud Jarbal, qui lui a un discours politique articulé, qu'on partage ou pas, parce que ça c'est autre chose, qu'on partage le discours de Dahoud Jarbal ou pas, c'est quelque chose, mais il a un discours politique articulé, il a aussi, bon, en tant qu'historien, c'est quelqu'un c'est un historien très respecté, qui a fait ses preuves dans son domaine universitaire. Alors, je prends paradoxalement la défense. Enfin, pas paradoxalement, je prends la défense ici de Dahoud Jarbal pour dire, est-ce que justement, pour répondre à des gens qui vous attaquent en permanence un peu sur ce type, sur cette manière de cette manière, est-ce que vous n'avez pas répondu à Dahoud Jarbal un peu trop c'est pas pour dire non, m'excuse, non, bien sûr. Ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de tir en quelque sorte? Vous avez répondu à la mauvaise personne. C'est l'impression que tu donnes dans ta réponse. Non, c'est... Vous avez répondu à d'autres plutôt qu'à... Moi, ce qui m'avait déjà... Il y a une dernière question là-bas, et on doit partir. Parce que sinon... D'accord. Qu'on devait partir. Qu'on ne devait plus être là. Non, c'est juste que c'est assez décevant qu'une toute une partie de l'intelligentsia algérienne, et même de bonne volonté, et même de manière très... Elle va dans le même sens que le régime est en train de nous servir depuis tout le temps. La stabilité, il ne faut pas toucher à un tel, il ne faut pas toucher au sacro-saint. Et donc, oui, mais les journalistes font la même chose. Tu parlais du Maroc tout à l'heure. C'est la même problématique. Eh bien, il faut des ruptures avec ça. Et souvent, les ruptures, elles doivent être un peu radicales. Donc, la rupture est assumée. Oui, bien sûr. Merci. S'il vous plaît, la dernière question et on finit. Non, si. La dernière question. Désolé de t'avoir oublié. On va manger ensemble. En tous les cas, tu es bienvenu. En tous les cas, on remercie Adlan d'avoir répondu comme ça au pied levé à notre. En tous les cas, nous souhaitons l'équipe du week-end Al-Watan, qui est pris dans les contradictions politiques et sociales à l'intérieur
qui se passe, par exemple, pour la question de l'Algérie, par rapport aux positions, dans son positionnement par rapport au développement du monde arabe. C'est des contradictions énormes. Donc je ne vous accablerai pas de ne pas avoir une ligne claire, étant donné que c'est un problème immense. Et il y a une réunion publique le 14 Et c'est bien de ne pas être dogmatique. Alors, oui, il y a une réunion publique le 14 décembre. Vous avez des petits, une note d'explication et une présentation de